Après avoir préparé un repas de fête pour 22 personnes, ma sœur, Rachel, a annoncé, « Au fait, nous avons tous voté. Tu n'organiseras plus le réveillon. Tu es trop exigeante. » Son mari, Damien, a ajouté, « Et franchement, personne n'aime ta cuisine. » Mes enfants m'ont regardé, choqués. J'ai souri et j'ai dit, « Merci de me l'avoir fait savoir. » 2 mois plus tard, ils appelaient à l'aide, suppliant. Je ne suis pas quelqu'un qui demande souvent de l'aide. J'ai été élevée pour gérer les choses, maintenir la paix et faire passer les autres avant moi. C'est comme ça que ça a toujours été, surtout avec ma famille. Chaque année, j'ai organisé le réveillon, 11 années de suite. Ça a commencé quand mes parents ont déménagé dans un appartement plus petit et n'avaient plus la place, et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu ma tâche. Je ne me suis jamais plainte. J'avais la plus grande cuisine. J'avais 2 fours. J'aimais cuisiner. Et j'étais douée pour l'organisation. Je faisais des tableaux, des listes de courses, des plannings de préparation. Je coordonnais qui apportait quoi, comment la table serait mise, et à quelle heure le dîner serait servi. Je faisais tout et je le faisais bien. Mais voilà la chose dont personne ne parle. Quand vous faites tout, les gens arrêtent de voir ça comme un effort. Ils le voient juste comme ce que vous faites, ce que vous leur devez. Ce dernier réveillon, j'ai cuisiné pour 22 personnes. Certains d'entre eux étaient des gens que je voyais à peine le reste de l'année. Cousins, beaux-parents, famille, amis. Je les ai quand même accueillis comme s'ils faisaient partie du groupe central. J'ai préparé de la nourriture pour répondre à chaque besoin alimentaire. Une farce sans gluten pour ma cousine Lisa, une sauce aux érelles sans sucre pour mon oncle diabétique, et un plat séparé de gratin de macaroni sans chapelure parce que Damien déteste la nourriture détrempée. Je me suis réveillée à 5h30 du matin. La dinde était au four à 6h. Mes enfants m'ont aidé à éplucher les pommes de terre. J'ai nettoyé en cuisinant, allumé des bougies, mis de la musique, sorti les boissons. Les gens ont commencé à arriver vers 14h et à 16h30, le dîner était servi. Tout s'est déroulé sans accroc. Les gens ont mangé, complimenté la dinde, se sont resservis, ont pris des photos, m'ont dit que je m'étais encore surpassée. Puis est venu le dessert. J'étais encore dans la cuisine à laver les plats et à faire tremper les casseroles. J'avais dormi peut-être 4 heures la nuit précédente et j'étais épuisée, fonctionnant au café. Je me souviens avoir regardé la table et vu tout le monde détendu, bavardant, repu, heureux. Mes enfants étaient assis sur le côté en train de manger de la tarte. Je me sentais fatiguée, mais bien, comme si tout cela en valait la peine. Puis Rachel, ma sœur, s'est levée. Elle a tapé une cuillère contre son verre de vin comme si elle allait porter un toast. J'ai souri, pensant qu'elle allait peut-être me remercier. Au lieu de cela, elle a dit, « Au fait, nous avons tous un peu parlé et nous avons décidé que tu ne devrais plus organiser le réveillon. » La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde s'est comme figé. Rachel a continué comme si c'était une annonce de groupe décontracté. Ce n'est rien de personnel. C'est juste devenu un peu stressant avec la rigidité de tout. Le programme, les règles, ce n'est plus amusant. C'est un peu trop exigeant. Puis Damien, son mari, a ri et a dit, « Ouais, et pour être honnête, personne n'aime même tant que ça ta cuisine. C'est sec et étrangement sophistiqué. Ce n'est pas comme réconfortant. » Certaines personnes ont ri. D'autres ont baissé les yeux. Personne n'a dit un mot pour arrêter ça. Je me tenais à l'évier, tenant une cocotte en train de tremper et j'ai juste fixé l'assiette de tarte à moitié mangée sur le comptoir. Mes enfants étaient assis à proximité. Mon fils m'a regardé, les yeux écarquillés. Ma fille a murmuré, « C'est quoi ce bordel ?» Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai séché mes mains, me suis tournée vers eux et j'ai dit, « Merci de me l'avoir fait savoir. » Puis je me suis retournée et j'ai continué à faire la vaisselle. Personne n'a proposé d'aider à nettoyer. Pas un seul d'entre eux. Ils ont mangé, ont emballé les restes. Des restes que j'avais soigneusement emballés dans des contenants pour eux. Et sont partis. Certains ont salué en partant. La plupart se sont simplement éclipsés. Rachel m'a embrassé la joue et m'a dit, « Ne le prends pas personnellement.
D'accord. Cette nuit-là, j'ai pleuré pendant des heures sous la douche. Il ne s'agissait pas de la nourriture. C'était la façon dont il l'avait planifié. Nous avons tous parlé. Donc, ce n'était pas spontané. Ils ont attendu après que j'ai cuisiné pour 22 personnes et leur ai servi un repas maison complet pour me dire que je n'étais plus désirée. Et ils l'ont fait comme si c'était une blague. Personne ne m'a défendu. Ni ma mère, qui était toujours prompte à me faire remarquer si j'avais pris du poids, mais ne pouvait pas épargner un mot quand sa fille était humiliée. Ni mon frère, qui prenait toujours des portions supplémentaires, mais ne disait jamais merci. Pas même mes cousins qui ne levaient jamais le petit doigt mais ramenaient toujours le plus de reste. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser, depuis combien de temps parle-t-il de moi comme ça? Depuis combien de temps tout le monde pense-t-il que je suis un fardeau? Exigeante. J'ai réalisé quelque chose. Ils ne me respectent pas. Ils se servent juste de moi. Alors, j'ai arrêté de répondre aux SMS. Je n'ai pas envoyé mon message habituel de groupe pour Noël, demandant qui apportait quoi. Je n'ai rien confirmé dans le chat familial. J'ai laissé tout se calmer. Personne ne m'a contacté pendant un moment. Je pense qu'ils pensaient que j'étais sensible. Pour Noël, j'ai préparé un petit dîner. Juste mes enfants et moi. Nous avons regardé des films nuls en pyjama et mangé sur le canapé. C'était paisible. Je n'ai même pas fait de tarte. Juste des biscuits achetés et du chocolat chaud. Puis, fin janvier, Rachel a appelé. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le réveillon. Son ton était faussement gentil. Salut, écoute, je suis dans une situation un peu étrange. La mère de Damien va organiser Pâques, mais elle a le Covid et j'ai essayé de proposer, mais notre table à manger ne peut accueillir que 6 personnes et c'est un peu le désordre ici. Alors, nous pensions que ta maison est si bien pour ce genre de choses et tu es tellement organisée pour les fêtes. Alors, peut-être que tu pourrais organiser Pâques. Je suis restée là, tenant mon téléphone. Cela ne semblait presque pas réel. J'ai dit, je pensais que j'étais trop exigeante pour organiser. Elle a bégayé. Oh, allez. C'était juste à propos du réveillon. Ça ne veut pas dire que... Je l'ai coupé. J'ai déjà des projets. Puis j'ai raccroché. Elle a envoyé un SMS. Puis ma mère a envoyé un SMS. Puis mon frère, me faisant culpabiliser, me traitant de dramatique, me disant de ne pas punir tout le monde juste parce que je n'avais pas aimé la façon dont une chose avait été dite. Je n'ai pas répondu. J'en avais marre. Ce Pâques-là, j'ai accueilli quelques amis proches et leurs enfants. Nous avons appelé ça le dîner des marginaux. Tout le monde a apporté quelque chose. Mes enfants ont dit que c'était la meilleure fête qu'ils aient eue depuis des années. Je n'ai plus organisé une seule fête de famille depuis. Ils me traitent de difficile maintenant. Froide, égoïste. Mais je connais la vérité. Je n'ai jamais été exigeante. J'avais juste des limites. J'ai juste géré les choses pour qu'elles ne s'effondrent pas. Et la seconde où j'ai cessé d'être utile, ils se sont retournés contre moi. Maintenant, ils n'ont plus mon temps, ni ma nourriture, ni ma maison. Je cuisine toujours. Je décore toujours. Je continue à rendre les fêtes belles, mais pas pour eux. Ils voulaient me récupérer. Je les ai laissés voir ce que c'est sans moi. Après Pâques, le silence est retombé. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je me calme. C'est comme ça qu'ils géraient toujours les choses avec moi. Rachel plaisantait en disant que j'étais comme une cocotte minute, mijotant tranquillement, puis finissant par servir à nouveau chaud et agréable. Ils supposaient tous que je reviendrais. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée silencieuse pour de bon. Pas de SMS d'anniversaire, pas de nouvelles, pas de mise à jour. J'ai quitté le chat de groupe familial. Je ne l'ai pas annoncé. Je suis juste partie. En juin, ma mère m'a appelée en pleurant. Pas parce qu'elle me manquait. Elle était contrariée parce que Rachel avait essayé d'organiser un barbecue pour la fête des pères et que ça avait été un désastre. Apparemment, ils ont manqué de nourriture. Le grill est tombé en panne. Les enfants couraient partout. Personne n'avait de vaisselle ou de boisson prête.
La poubelle débordait. Les gens sont partis tôt. Quelqu'un a apporté une salade de pommes de terre du commerce qui a tourné avec la chaleur. Et Damien est tombé malade. Maman a dit, ce n'était juste pas pareil sans toi. Tu as toujours fait en sorte que tout soit organisé. Je n'ai rien dit. Elle a ajouté, tu ne peux pas simplement laisser les choses aller? Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai dit, je n'ai rien déchiré. J'ai juste arrêté de nettoyer après tout le monde. À la fin de l'été, Rachel a publié un long message vague sur Facebook. C'était clairement à mon sujet. Quelque chose sur la tristesse quand quelqu'un choisit l'orgueil plutôt que la famille et comment certaines personnes se soucient plus d'avoir raison que d'être gentilles. Elle m'a bloqué pour les commentaires, mais je m'en fichais. Mes enfants l'ont vu. Ils étaient furieux. Mon fils a dit qu'elle s'ennuyait du travail gratuit. C'est tout. Il n'avait pas tort car un mois plus tard, elle m'a de nouveau envoyé un SMS, cette fois-ci faisant comme si rien ne s'était passé. Juste, salut, tu as la recette de cette tarte aux pommes que tu faisais au réveillon? La mère de Damien veut l'essayer. J'ai répondu, ce n'est écrit nulle part. Bon courage pour la trouver. Pas de réponse. En octobre, ma cousine Lisa m'a envoyé un SMS pour me demander si je venais au réveillon cette année. J'ai dit que je n'avais pas été invitée. Elle a dit, oh, Rachel a dit que tu étais trop occupée. C'est là que j'ai réalisé qu'il réécrivait l'histoire. Non seulement il m'avait humiliée, mais maintenant il disait aux gens que j'avais choisi de prendre du recul parce que j'étais trop occupée ou que je ne pouvais pas gérer le stress. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste dit, non, je n'ai pas été invitée, mais ce n'est pas grave. Elle n'a pas répondu. Le réveillon est arrivé. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je suis restée en dehors des réseaux sociaux, j'ai préparé un petit dîner à nouveau pour mes enfants et moi. Nous avons commencé une nouvelle tradition ce soir-là. Nous avons chacun écrit quelque chose dont nous étions reconnaissants de ne plus avoir. Ma fille a écrit, une famille qui te fait te sentir petit. Mon fils a écrit, des gens qui ne se présentent que quand ça les arrange. J'ai écrit, être celle qui tient tout ensemble pour des gens qui ne le remarquent même pas, puis 2 jours plus tard, ma nièce, l'aînée de Rachel, m'a appelée. Elle a 17 ans. Nous ne sommes pas très proches, mais elle a toujours été gentille avec moi, calme, observatrice. Elle chuchotait au téléphone, clairement cachée dans une chambre. Elle a dit, le réveillon a été nul. Rien n'était prêt. Ma mère a crié sur tout le monde. Damien s'est saoulé et s'est évanoui avant même que le dîner ne commence. Tout le monde se battait et elle a brûlé la dinde, complètement noire. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste écouté. Puis elle a dit, ta maison me manque. Et je l'ai ressenti, cette boule dans la gorge, cette douleur, mais je l'ai retenue. J'ai dit, l'appréciation me manque. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a chuchoté, je ne pense pas qu'ils réalisent même ce qu'ils ont fait. Quelques jours plus tard, Rachel m'a de nouveau envoyé un SMS. Nous avons tous réfléchi, peut-être aimerais-tu organiser Noël cette année. Nous pouvons t'aider, promis. Fais-nous juste savoir. Je n'ai pas répondu. Elle a insisté. Maman a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide financière cette année. Nous sommes heureux de participer aux courses si c'est le problème. C'était ça. Cette phrase, si c'est le problème, a fait couler quelque chose de froid en moi. Il croyait vraiment que je pouvais être rachetée. Après tout ce temps, le travail, les efforts, les souvenirs, il pensait que la raison pour laquelle j'avais arrêté d'organiser était l'argent. Non, j'ai arrêté d'organiser parce qu'ils avaient très clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue. Quand ils étaient repus et à l'aise, et maintenant qu'ils avaient de nouveau faim et étaient misérables, soudain je comptais. Je n'ai pas répondu, mais j'ai eu une idée. Les laisser mijoter un peu plus. Les laisser planifier Noël sans moi. Voyons ce qu'ils font quand il n'y a plus personne pour le faire pour eux. Noël est arrivé, tout comme le réveillon, je suis restée silencieuse. Je n'ai même pas eu besoin de dire à mes enfants ce que nous faisions. Ils le savaient déjà. Nous avons réservé un petit chalet à 2 heures de route, juste nous 3. Pas de pression, pas de ménage, pas d'attente que quelqu'un d'autre se montre, pas de feinte.
Pendant que nous buvions du chocolat chaud et regardions des films sous d'épaisses couvertures, j'ai reçu un message de ma tante. Tu sais ce qui se passe avec Rachel et Damien? Quelque chose de bizarre s'est passé au dîner de Noël. Tout le monde en parle. J'ai ignoré cela au début, mais ensuite ma cousine m'a envoyé une capture d'écran d'un message que Rachel avait fait et supprimé sur Facebook. Il disait quelque chose comme « Imaginez porter toute une fête de famille à bout de bras pendant que votre mari se saoule, vos enfants sont impolis, et personne ne propose d'aider ou même de dire merci. J'en ai marre d'essayer. L'année prochaine, quelqu'un d'autre pourra jouer l'hôtesse pendant que je savoure un verre de vin et regarde tout brûler. » Elle l'a supprimé en 1 heure, mais pas avant que ça fasse le tour. Apparemment, Noël chez Rachel avait été un désastre complet. La moitié de la nourriture était mal cuite. La maison était un désordre et Damien a passé la majeure partie de la journée dans le garage à boire avec son cousin. Ma mère s'est disputée bruyamment avec Rachel à propos de l'ingratitude de la jeune génération et 2 des cousins sont partis tôt, disant que tout était gênant et tendu. Quelqu'un a mentionné mon nom. Rachel a explosé et a dit elle a créé ce désordre en abandonnant la famille. Et ma mère, qui jusqu'à ce moment-là était restée silencieuse, a dit, elle ne nous a pas abandonnés. Vous l'avez poussée dehors. J'ai lu cette partie 2 fois. C'était la première fois que quelqu'un dans cette famille admettait la vérité à haute voix. En janvier, j'ai commencé à en entendre plus. Damien avait apparemment fait une remarque lors d'une fête du Nouvel An disant que Rachel avait essayé de se transformer en sa sœur, mais n'avait pas réussi. Quelqu'un a dit à Rachel qu'elle avait perdu la tête. Damien a dormi sur le canapé pendant 1 semaine. Puis ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. Je veux dire que je suis désolée. J'aurais dû parler l'année dernière. Je les ai laissés te blesser et j'ai regardé ça se passer. J'avais tort. Je ne savais pas quoi faire de ça. Ça ne réparait rien, mais c'était quelque chose. Puis en février, le rebondissement que je n'avais pas vu venir m'a frappé. Ma fille est rentrée de l'école silencieuse. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit que Rachel avait appelé l'école pour essayer de la faire venir dîner. Dans mon dos. Rachel avait essayé de me contourner et de contacter directement mes enfants, disant qu'elle leur manquait et voulait renouer. Elle a même dit à la secrétaire de l'école qu'elle était un contact d'urgence. Elle ne l'était pas. Elle ne l'a jamais été. J'ai appelé l'école. J'ai retiré tous les membres de la famille élargie de la liste des contacts d'urgence. Je leur ai dit explicitement, personne n'est autorisé à récupérer mes enfants ou à les contacter sans mon consentement écrit. Puis j'ai envoyé un SMS à Rachel. Court. Final. Tu ne peux pas me rabaisser, mentir sur moi, puis aller dans mon dos pour atteindre mes enfants. Il ne s'agit plus des fêtes. Il s'agit de respect, et tu n'en as plus aucun avec moi. Elle n'a pas répondu, mais mon frère l'a fait. Il m'a envoyé un long message plein de culpabilité sur le fait que la famille est compliquée, et que nous avons tous fait des erreurs et que Rachel est juste sous beaucoup de pression. Je l'ai laissé en mode lu. 1 semaine plus tard, j'ai découvert que Rachel et Damien s'étaient séparés temporairement, disait-il. Mais je savais mieux car quand votre maison s'effondre et qu'il n'y a plus personne à blâmer, vous devez faire face à ce que vous avez fait. Et pour la première fois de sa vie, Rachel y faisait face. Rachel a perdu le contrôle. Puis elle a essayé de me faire passer pour la méchante à nouveau. Après la séparation de Rachel et Damien, la nouvelle s'est vite répandue. Le chat de groupe familial que j'avais quitté il y a plus d'1 an était apparemment plein de drames maintenant. Des disputes, des rumeurs, des gens qui prenaient parti. Je m'en fichais. Je n'y étais plus. Mais les gens continuaient à me donner des bribes d'informations. Ma cousine Lisa m'a appelé un soir. Elle chuchotait comme si nous étions à nouveau des adolescentes. Elle se décompose, a-t-elle dit. Je pense qu'elle essaie de manipuler l'histoire. Elle a dit à tante Marie que tu l'avais manipulée, que tu avais utilisé le silence comme une arme contre toute la famille. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le silence n'était pas une arme. C'était la seule chose que j'avais. Puis un autre rebondissement que je n'attendais pas. Ma mère est venue chez moi. Pas d'appel.
Elle a juste frappé à ma porte un dimanche matin. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, juste plus petite, comme quelqu'un qui avait finalement perdu le contrôle du récit. Elle tenait un récipient en plastique contenant du pain aux bananes. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle est restée sur le porche et a dit, « Rachel a dit à tout le monde que tu éloignais les enfants par vengeance. Que tu les montais contre elle. » J'ai levé un sourcil, elle a ajouté, « Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Je lui ai dit qu'ils avaient juste tout vu clairement maintenant. » Elle a baissé les yeux sur ses mains. « Je veux juste que tu saches que je ne prends plus parti. Je vois. Je vois ce qu'ils t'ont fait. » Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête. Puis elle a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre d'elle. « Veux-tu organiser la fête des mères cette année ? Juste petit, juste nous. » Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit, non. Plus tard cette semaine-là, Rachel a posté une photo d'elle et de ses enfants dans un restaurant de chaîne quelconque. Légende, toutes les mamans ne veulent pas passer la fête des mères dans une maison parfaite avec des serviettes parfaites. Certaines d'entre nous sont réelles. Tout le monde savait que c'était à mon sujet. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas commenté. Mais sa propre fille, oui, l'adolescente de 17 ans qui m'avait appelé des mois plus tôt l'a fait. Elle a écrit, « Être réel ne signifie pas traiter les gens comme des ordures et s'attendre à ce qu'ils reviennent. » Le message a été supprimé en 1 heure. Cet été-là, Rachel a déménagé de la maison dont elle se vantait constamment. C'était devenu trop cher. Damien a cessé de payer sa part. Elle a déménagé dans une location, plus petite, plus ancienne, en dehors de la ville. Je l'ai entendu dire lors d'un dîner de famille qu'elle apprenait à vivre humblement et à apprécier ce qui comptait vraiment maintenant. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de parler de moi ou des enfants, elle changeait de sujet. Elle ne pouvait pas l'admettre. Elle avait besoin de moi et j'étais partie. Puis vint le dernier rebondissement inattendu. J'ai reçu une lettre, pas un email, pas un SMS, une lettre manuscrite par la poste de Rachel. Des pages entières, recto verso, une écriture négligée, des taches d'encre. Elle écrivait qu'elle était désolée, qu'elle m'avait enviée pendant des années, que je faisais en sorte que les choses semblent sans effort, et elle détestait ça chez moi, qu'elle en voulait à la façon dont la famille comptait sur moi, mais ne disait jamais merci, parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il ne me méritait pas. Elle a écrit qu'elle avait dit ces choses au réveillon, non pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle était en colère que j'ai quelque chose qu'elle n'avait pas, le contrôle, la stabilité, le respect de mes enfants, une cuisine propre. Elle m'a demandé de bien vouloir lui pardonner et de la laisser rentrer à la maison comme si c'était moi qui l'avais enfermée dehors. Elle a terminé par « Le souvenir de la façon dont tu nous faisais nous sentir comme une famille me manque. Sans toi, nous ne sommes que des gens dans une pièce. » J'ai plié la lettre, l'ai rangée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à planifier quelque chose parce que le pardon n'était pas ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin de voir à quoi ressemblaient de vraies conséquences, pas seulement le silence. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas supprimer. Je ne suis pas seulement partie. J'ai pris la seule chose qu'elle ne pouvait pas remplacer. Je n'ai pas répondu à la lettre de Rachel. J'y ai réfléchi pendant des jours. Pas à ce que je devais dire, car je n'allais rien dire, mais à ce qu'elle y disait. Elle regrettait la façon dont je nous faisais nous sentir comme une famille. Pas moi, pas mes enfants. Elle regrettait le sentiment, le confort, l'illusion. Elle regrettait ce que je donnais, pas qui j'étais. C'est là que ça a vraiment cliqué. Ils ne m'ont jamais aimé, pas en tant que personne. Ils aimaient le rôle que je jouais. Les fêtes, l'hospitalité, la musique de fond, les verres de vin remplis, les salles de bain propres et les serviettes pliées. J'étais la structure à laquelle ils s'accrochaient. Celle qui faisait que tout semblait sans effort. Même quand ça me brisait, et quand j'ai arrêté, ils ont dû se faire face. Et c'était laid. Je voulais en finir. Vraiment. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui était resté silencieux trop longtemps, voulait plus, pas de cris, pas d'insultes, pas de vengeance à la manière des films. Je voulais rendre ça permanent. Alors, j'ai fait un plan. Il y a un centre communautaire local qui organise des programmes de fêtes pour les enfants placés en famille d'accueil et les familles à faible revenu.
J'avais l'habitude de donner des restes discrètement. Je n'ai jamais rien dit à personne. Cette fois, j'y suis allée à fond. Je me suis portée volontaire pour organiser le réveillon, Noël, Pâques. J'ai pris l'énergie que je mettais autrefois dans ma famille et je l'ai redirigée. J'ai organisé des dîners complets, décorés, organisés, cuisinés avec d'autres femmes qui avaient été ignorées, dévalorisées, coupées. Nous avons construit quelque chose de réel. Nous avons nourri 40 familles ce premier réveillon. Je n'ai envoyé de photos à personne. Je n'ai rien posté, mais les nouvelles ont quand même circulé parce que ma nièce, celle qui m'avait défendue, a commencé à faire du bénévolat avec moi. Elle a amené des amis. Elle a amené son frère. Elle a commencé à m'appeler le seul adulte de la famille qui écoute. La vengeance ne consistait pas à être vue. Il s'agissait d'être choisi. Rachel avait essayé de m'effacer de la famille, mais elle ne pouvait pas effacer ce que j'avais construit. Sa propre fille a passé Noël chez moi cette année-là, de son propre choix. Elle a dit à Rachel qu'elle préférait être quelque part où elle se sentait en paix plutôt que de subir un autre dîner tendu dans un appartement froid avec du jambon acheté et des sourires forcés. Rachel lui a envoyé un long SMS furieux après. La jeune fille me l'a montré. Tout ce que j'ai dit, c'est « Tu ne lui dois pas de réponse ». Puis en avril, j'ai reçu l'appel que je n'attendais jamais. Mon frère, il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il savait qu'il était resté là et les avait laissés m'humilier. Il a dit qu'il aurait aimé dire quelque chose, n'importe quoi. Quand Damien a fait ce commentaire sur ma cuisine, j'ai écouté. Puis j'ai dit, tu n'as pas de mérite pour tes regrets. Tu as eu le moment. Tu as choisi le silence. C'est ce dont je me souviens. Il a demandé si nous pouvions faire une sorte de trêve. Il a dit que la famille était en train de s'effondrer. J'ai dit, je n'ai pas brisé la famille. J'ai juste arrêté de me vider de mon sang pour elle. Puis j'ai raccroché. Ce dernier réveillon, j'ai de nouveau organisé. Pas pour eux. Pour les gens qui arrivent tôt pour aider. Pour les gens qui ne se moquent pas de la nourriture quand leurs assiettes sont pleines. Pour ceux qui connaissent la différence entre l'amour et la commodité. Ma nièce était là. Mes enfants étaient là. Quelques nouveaux amis. Quelques autres femmes qui avaient quitté des familles qui prenaient trop. Nous avons ri. Nous avons raconté des histoires. Nous nous sommes tenus la main avant de manger. C'était calme, réel. Et dans ce calme, j'ai enfin ressenti ce qui manquait vraiment à Rachel. Ce n'était pas moi. C'était ce que j'avais créé. Et elle ne pourra plus jamais l'avoir. Parce que cette fois, je ne me suis pas contentée de m'éloigner. J'ai pris l'héritage. Et elle ressentira ce vide chaque fois qu'une fête arrivera et que personne ne se montrera.